parler d'utilisation du maïs. Donc pour faire un zoom sur différents types d'utilisation, des utilisations alimentaires dans lesquelles il faut des qualités sanitaires, des normes sanitaires importantes. Donc on parlera en fait de qualité sanitaire au travers d'une charte de production, le maïs classe A, à savoir qu'est-ce qu'on fait, le couple Arvalis organisme stocker pour en fait avoir des maïs de très très bonne qualité. Derrière, un exemple d'utilisation, notamment pour l'alimentation animale qui se développe beaucoup, c'est le maïs grain humide. Donc on fera juste un petit focus sur qu'est-ce que c'est le maïs grain humide, comment on peut le conserver. Et pour finir, on partira sur des utilisations un petit peu, on va dire, prospectives, mais dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. La question de mobiliser les pailles de maïs, notamment pour de l'énergie. Vous avez entendu peut-être parler d'unités, il se produit du bioéthanol à côté de lacs, et il se parle de monter une unité en fait, de bioélectricité à partir de pailles de maïs à côté de lacs. Donc la question, est-ce qu'on peut mobiliser des pailles de maïs pour ces utilisations dont on parle aujourd'hui? Autre exemple d'utilisation qui se développe, c'est la méthanisation, dont vous avez un exemple juste derrière. Vous avez les photos sur le poster, mais vous avez de visu une unité de méthanisation. Donc voilà, pour aller très très rapidement. Donc avant tout, on va commencer pour la qualité physique et sanitaire du maïs, très importante. Donc vous savez qu'il y a quelques années, des normes sont apparues sur des teneurs en mycotoxines des céréales. Les teneurs en mycotoxines des céréales, donc mycotoxines qui sont très très souvent dues à de la présence de fusariose. La fusariose, donc il faut arriver à combattre pour limiter ces risques de mycotoxines, et surtout pour le maïs, est principalement due à des attaques d'insectes foreurs. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc ici, Arvalis et les organismes stockeurs ont créé une association, c'est l'association Charte Qualité Maïs Grand Sud-Ouest. Donc cette charte qualité, c'est du maïs classe A qui couvre en fait une zone Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et l'objectif est vraiment de minimiser le risque mycotoxine pour préserver une qualité commerciale en fait, des grains. Donc comment ça se passe? Il y a 150 organismes adhérents, un suivi aux alentours de 150 parcelles qu'on verra. Et les organismes stockeurs et Arvalis choisissent des parcelles, bien sûr avec un risque modéré d'attaque, donc fusariose, etc. C'est surtout avant la récolte que se joue cette charte qualité. Donc il y a des prélèvements qui ont lieu avant la récolte pour définir les symptômes en fait, de fusariose sur épi. Donc au-delà des symptômes visuels, on a ces prélèvements qui s'en vont en laboratoire pour définir des taux de fusariose, de fusarium moniliforme ou graminarium. Et donc en fonction de l'évolution de ces taux, on va pouvoir faire des préconisations de date de récolte. Si on a des taux plutôt faibles qui ne s'en vont pas à la hausse, on peut attendre avant de récolter. Si on a des taux qui partent plutôt à la hausse, on va dire récolter rapidement pour avoir une bonne qualité commerciale. Donc, pour continuer, en fait, pour l'estimation du risque, c'est surtout une aide à la décision de récolte dans cette charte qualité maïs classe A. Et donc, c'est vraiment un accompagnement du champ au silo, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a le choix de la parcelle se fait avec l'organisme stocker, donc sur des critères agronomiques. Donc, il faut bien sûr, pour limiter les risques, favoriser la dégradation des résidus, faire un bon choix de variétés, avec des variétés adaptées à la zone climatique, sensibilité aux maladies, etc. Combiné à une date de semis plutôt précoce. Et bien sûr, en cours d'année, c'est suivre les avertissements pour la lutte contre les insectes foreurs, pyrale et ses amis. Je vous ai dit que c'était avant tout ces insectes foreurs qui créaient des points d'entrée, en fait, des points de sensibilité pour la maladie, pour la fusariose. Et derrière, le diagnostic dont j'ai parlé, donc il y a les prélèvements qui se font avant maturité et à la récolte pour définir si remplit donc cette charte qualité. Et donc vous avez ici, en dehors des exemples sur photo de type de fusariose, vous avez un suivi l'année dernière sur le 2009 qui avait été fait, donc vous avez les résultats d'un suivi ici. 2009, c'était une année favorable à une bonne qualité puisqu'on avait de bonnes conditions météo, peu de stress et on avait peu de développement de fusariose. Donc vous avez en jaune juste un pourcentage d'épis avec des symptômes. Et en bleu et violet, c'était des symptômes typiques de certains fusariums, donc les graminariums et les moniliformes. Et en fait, ce qu'il faut retenir,
c'est qu'on a les premiers, donc les moniliformes qui avaient augmenté, qui s'étaient un petit peu stabilisés, et puis d'un coup en semaine 42, aujourd'hui on est à peu près dans la semaine 36 là, de mémoire, l'année dernière en semaine 42, on a eu une forte augmentation donc, des fusariums graminariums, donc ça veut dire qu'il fallait sortir les moissonneuses-batteuses, le conseil était de lancer la récolte. Voilà donc un exemple de service que peut proposer Arvalis avec les organismes stockeurs pour garantir une qualité commerciale des céréales, donc pour de bonnes utilisations du maïs. Donc autre exemple de travaux que mène Arvalis, c'est notamment sur l'alimentation animale au travers du maïs grain conservé humide. Donc c'est une technique qui se développe fortement aujourd'hui. Pourquoi? Réduction des coûts de séchage notamment. Du maïs grain humide, comment il se compare par rapport à du maïs grain sec? Donc c'est-à-dire qu'il est récolté en fait avant le remplissage total du grain. Ici on a du maïs grain sec classique où on est quasiment rempli. Ici vous avez du maïs fourrage. Ici c'est du maïs enfilé. C'est surtout l'arabe. Donc c'est sur ces deux points que l'on va regarder, donc maïs grain humide broyé ensilé ou maïs grain humide entier inerté. Donc ce sont deux techniques de conservation, l'inertage ou l'ensilage. L'inertage, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait très bien que conserver du grain humide, on ne sait pas faire, donc il faut d'habitude le conserver sec. L'inertage, c'est une des techniques de conservation. En fait, quand on stocke les grains, ils respirent. Et puis comme on les met en atmosphère anaérobie, sans air, au bout d'un moment, ils n'ont plus d'air, ils ne peuvent plus respirer. Et de toute façon, pendant la phase de respiration, ils produisent du gaz carbonique, ce qui inerte en fait la zone de stockage. Et on a un abaissement du pH. Pour du maïs grain humide broyé ensilé, c'est quasiment une technique d'ensilage classique. Et en fait, on a une fermentation anaérobie avec un développement de bactéries lactiques et un abaissement encore plus fort du pH pour la conservation. Donc comment se récolte du maïs grain humide? À la moissonneuse-batteuse, de façon bien sûr précoce, entre 30 et 35% d'humidité. Et suivant ces pourcentages d'humidité, donc inférieurs ou supérieurs à 30, on va plutôt aller vers de l'ensilage, on va dire du grain broyé ensilé ou du grain entier inerté. Et derrière, vous avez différentes possibilités de stockage, donc de l'inertage donc sous forme de big bag, de silo tour. Et en fait, chaque forme de stockage va être dépendante du type d'élevage. Des élevages de petite taille, ça peut très bien se faire avec des big bags. Plus on va vers des grandes tailles, vers des silos tours qui peuvent très bien aller vers de l'inertage ou de l'ensilage. Donc voilà juste un exemple d'utilisation possible, donc du maïs grain humide, et savoir comment on peut le conserver. Donc on passe à des utilisations un petit peu plus prospectives, on va dire. Donc c'est notamment mobiliser les pailles de maïs. Vous avez vu pour l'alimentation animale que le maïs grain, c'est surtout de l'énergie. Plus que le grain, toute la plante, c'est de l'énergie. Donc les pailles contiennent de l'énergie. Et je vous ai dit, il se parle dans la région d'unités de production d'énergie comme des unités de cogénération, c'est-à-dire on fait brûler de la paille de maïs, ça dégage de la chaleur, on favorise la chaleur et on produit de l'électricité. Les questions pour les agriculteurs, c'est comment prélever, mobiliser les pailles de maïs tout en maintenant l'état organique des sols et en regardant si on a suffisamment de jours disponibles pour la récolte. Parce que quand on récolte les pailles de maïs, elles sont toujours humides et il faut pouvoir les récolter. Donc en fait, il est possible de récolter des pailles de maïs tout en faisant attention à la matière organique des sols, mais pas sur tous les sols. Vous avez des exemples sur quelques sols ici où on ne peut pas prélever. Sur les sols ici, on peut prélever une quantité plus importante. Et vous avez le gisement que ça donne ici, mais en prenant en compte la contrainte climatique, vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de pailles de maïs mobilisables. Autant des maïs sur pied, ils en produisent un peu plus de 3 millions de tonnes, que quand on prend en compte les besoins de maintien organique des sols et contraintes climatiques, on arrive à peine à 250 000 tonnes de paille de maïs et une usine en consommerait 150 000. Donc il n'y aura pas 10 000 usines qui vont fleurir. Mais c'est possible de prélever, d'utiliser. Et d'utiliser comment? Comme je vous ai dit, pour de la cogénération, voire de l'éthanol de demain, de l'éthanol de seconde génération, ou dans des unités de méthanisation. Bon, ce n'est pas l'utilisation principale. La méthanisation, c'est avant tout l'utilisation d'effluents d'élevage, de résidus fermentés cibles, tout ça pour produire de l'énergie. Donc on y met des lisiers, etc. Il y en a une derrière.
réduire des nuisances olfactives, concentrer en fait des éléments organiques dans les substrats, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe, qui est très très intéressant. Et dedans, au-delà des effluents, on peut y mettre des résidus fermentés cibles, comme des pailles. Les Allemands y mettent même du maïs grain entier, etc. Donc ce sont des utilisations possibles à venir. Avant tout, bien sûr, des coproduits, des résidus, avant d'y mettre des plantes entières, ça coûte cher quand même.